Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h05 sur Sud Radio, André Berkov reçoit aujourd'hui pour le face-à-face Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et auteure de ce nouveau livre qui sort demain en librairie. Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, c'est publié chez Guy Trédaniel. Et d'abord, je dois vous dire que Marie-Estelle Dupont est sulfureuse. Non seulement elle est sulfureuse, mais elle est provocatrice. Imaginez-vous que sur la couverture de son livre, que je recommande par ailleurs, mais nous en reparlerons, elle met être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. Et le dessin montre, je vous tiens, je suis un peu choqué, mais bon, il faut accepter même des oppositions. Un homme et une femme et un enfant. Un homme et une femme. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a pas, enfin, je veux dire, vous savez très bien, Marie-Estelle Dupont, que maintenant c'est plus ça du tout, hein. Je veux dire, il n'y a pas femme et homme, ça n'existe pas. Hein. Non, mais vous savez très bien, André, que je suis irrécupérable. Voilà, terrible. Alors soyons sérieux. Effectivement, vous faites, et je trouve que c'est, enfin, personnellement, c'est le meilleur de vos livres jusqu'ici, parce que... Merci beaucoup. Vous avez fait quelque chose de très remarquable qui est, du point de vue des parents et des enfants, la psychologue que vous êtes a fait le bilan de... C'est pas une guerre, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs, hein, ne comparons pas ce qu'il n'y a pas à comparer. Mais... Depuis le 16 mars 2020, hein, le traumatisme initial, on peut dire, c'est le début du confinement, hein, ça fait 3 ans et demi aujourd'hui, eh bien vous avez vu, maintenant on a le recul, et vous avez eu le recul, et pour ça que le livre est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants, au niveau des parents, et rappelez-nous justement, au fond, qu'est-ce qu'il y a eu, comment est tombé dans cette espèce de management de la peur, la pluie des interdits. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de votre invitation et merci de m'avoir fait sourire, parce que je vous disais avant l'émission que j'arrivais vraiment le cœur très très lourd depuis 3 jours avec tout ce qui se passe en Israël, et j'ai vraiment une pensée pour mes patients et mes amis qui sont en train de perdre des gens là-bas. Voilà, et je trouve qu'on ne l'a pas assez exprimé en France. Pour revenir à ce livre, oui, je repars en fait de la scène traumatique initiale pour essayer d'expliquer en fait ce que c'est que la logique du trauma. En fait, le 16 mars 2020, il y a cette scène inaugurale, c'est-à-dire en 4 heures, les restaurateurs doivent avoir vidé les congélateurs, on doit se faire une attestation pour faire sortir le chien, donc c'est-à-dire que la vie s'arrête, tous les repères vacillent, tout ce qui était assuré vole en éclats, et à partir du moment où, si vous voulez, il y a la possibilité du confinement, les gens, après le confinement, vont pour beaucoup se dire tout mais pas ça. Et là, on rentre dans la logique du trauma, c'est-à-dire qu'on est prêt à accepter un pass, on est prêt à accepter tout un tas de mesures qui sont en fait pour beaucoup délétères, je le montre dans le livre, contraires non seulement à une démocratie, mais contraires au développement de l'enfant. Et en fait, on va être prêt à les accepter quand on est dans la logique du trauma, parce que la logique du trauma, c'est bien sûr tout mais pas ça. Donc dans le livre, je reviens sur ce qu'est un trauma, comment le cerveau se dissocie face à une agression qui est chronique et répétée dans le temps, quand l'individu perd la possibilité de lutter contre une situation, et notamment les enfants n'avaient pas de prise, les enfants, sur la situation. C'est-à-dire qu'ils voyaient leurs parents en difficulté et ils ne pouvaient pas changer la donne. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour beaucoup? Ils sont passés en hypoactivation, c'est-à-dire qu'ils se sont effondrés, résignés, repliés sur eux-mêmes, avec un cortège de symptômes que je décris dans le livre, que ce soit des bébés jusqu'aux adolescents. Mais donnez-nous des exemples concrets, Marie-Estelle. Eh ben, comment on s'adapte à quelque chose qui est contraire à nos besoins? Eh ben, ça va être par des somatisations diverses, des maux de ventre, des manifestations anxieuses, une perte de l'appétit, une perte de projection. On a vu quand même 52% des étudiants durant l'hiver 2021 qui disaient vouloir arrêter leurs études. C'est-à-dire que dans ce climat très anxiogène, mais sur lequel ils se sentaient non seulement impuissants, mais potentiellement coupables, parce qu'on les a beaucoup culpabilisés. Les enfants, il y a eu vraiment cette inversion des places, où les enfants devenaient potentiellement dangereux pour les adultes. Est-ce que je peux vous rappeler juste, mais pour aller dans votre sens, mais l'illustration pour moi la plus forte, ça a été sur toutes les télévisions, la vidéo où on voyait une petite fille qui allait embrasser sa grand-mère. Et la grand-mère intubée. C'est quand même, mais ça traduit quoi, ça? Mais chez les gens qui ont fait cette vidéo,
Déjà, dans leur psyché, c'était quoi? Alors, bien sûr, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a été soumis à un management par la peur. On en avait parlé d'ailleurs à votre micro. Et en fait, à partir du moment où vous activez les mécanismes de peur, vous obtenez une déconnexion de la rationalité chez l'individu, une déconnexion du lobe frontal. La personne ne raisonne plus. Elle va réagir de manière... La peur est mauvaise conseillère. Hein, donc, comme elle est dans la panique, elle va cesser de réfléchir, cesser de nuancer, cesser de distancier. La grande majorité de la population va finalement se soumettre à des injonctions dont elle sait qu'elles sont peut-être excessives ou inappropriées, mais on va jouer sur la peur de l'ostracisation, la peur d'être criminalisé, montré du doigt, etc. La peur d'être différent des autres. Et en fait, etc. ce que j'explique dans le livre, c'est que dans la société contemporaine, qui s'appelle une démocratie, qui est donc pas ouvertement un régime totalitaire ou dictatorial, on n'impose pas, on empêche en fait. C'est-à-dire qu'en jouant sur les peurs d'être ostracisé, d'être marginalisé, de mettre notre enfant en difficulté en le déscolarisant, etc., etc., on met les gens dans une situation finalement impossible où soit ils s'adaptent, ils se soumettent et ils cessent de réfléchir, soit ils risquent de mettre leurs enfants en difficulté. C'est ce qu'on a vu pour beaucoup de parents qui ont déscolarisé leurs enfants et qui étaient en grande difficulté matérielle pour tenir l'enseignement à la maison. Et donc l'individu, dans ces moments-là, soit il se dissocie pour supporter la situation et donc il perd le contact avec ses affects. Donc il est plus du tout empathique, il est plus en colère. Finalement, il est complètement résigné, complètement zombifié. Il fait tout ce qu'on lui dit. Soit il s'effondre. Et donc c'est ce qui explique le cortège de symptômes psychiatriques qu'on a encore 3 ans après. Oui, alors justement, attendez, c'est intéressant ça, parce que vous dites ça, mais à un moment donné, le confinement s'est arrêté, les masques ont été ôtés, enfin en tout cas dans la quasi-majorité, les gestes barrières, etc., etc. Et ça continue pour certains, ce traumatisme continue. Alors, chez les adultes, pas du tout autant que chez les jeunes. Mais il faut comprendre que c'est arrivé chez les moins de 20 ans, à une période de leur vie où ils n'avaient pas tellement d'autres référentiels pour les plus jeunes, et surtout à un âge où, et ça, beaucoup de médecins l'ont dit, beaucoup de la Société française de pédiatrie l'a rappelé, c'est arrivé à un âge où le développement de l'enfant nécessite et exige, je veux dire, si vous privez d'aller au cinéma, il n'y a pas de trauma. Bien sûr. Enfant qui peut pas faire de sport, un enfant à qui on dit tu vas tuer ta grand-mère, un enfant à qui on dit si tu sors t'es dangereux, un enfant à qui on empêche l'accès à l'école et on impose un écran toute la journée, c'est un enfant à qui on prescrit de faire tout l'inverse de ce dont il a besoin pour devenir un adulte équilibré. Donc chez ceux-là, il y a une vraie, ce que j'appelle la souffrance, enfin ce que je décris comme la souffrance narcissique identitaire, il y a une vraie entrave qui a été mise à leur construction psychique. Et chez les bébés qui sont nés pendant le confinement, les études neurobiologiques le montrent aujourd'hui, il y a une réduction des aires cérébrales liées aux compétences sociales et chez certains au langage. Et on a l'a des vu ça, retards de on le voit parole. aujourd'hui. Oui, mais ce qui est formidable, je suis très ironique quand je le dis, je le décris dans le livre, en fait on est dans la société du chiffre. Les chiffres ça se discute pas. Et donc quand vous êtes dans une société qui a délaissé finalement le vivant pour les algorithmes, on va dire à tous les cliniciens qui en 2020 disaient attendez là, il faut quand même penser aux dégâts collatéraux, qu'on protège du Covid les âgés, etc. Oui très bien, mais les enfants on doit aussi les protéger d'autres choses, et notamment de la souffrance psychique, d'être confiné avec des parents qui boivent, etc. Quand on disait ça, parce que nous cliniciens on voyait les enfants s'effondrer, qu'on disait mais attendez, dans les crèches il y a des retards de parole pour ceux qui rentrent en maternelle, on nous disait non mais vous êtes une maman trop inquiète, vous êtes ceci, vous êtes cela. Oui, vous avez 3 enfants. On voulait pas entendre les cliniciens, et nous les cliniciens on est sur le terrain, donc on voyait la catastrophe arriver de la vague pédopsychiatrique. Et puis comme on est dans une société du chiffre, on nous dit attendez les chiffres, mais quand les chiffres arrivent c'est beaucoup trop tard. Et donc aujourd'hui, on nous dit, Santé publique France atteste des passages aux urgences pour gestes suicidaires, il y a des études qui le montrent. Et nous, on est là, oui, évidemment que les études le montrent, mais en fait, la clinique, elle existe. Et dans la société des algorithmes, seuls les chiffres comptent. Et quand seuls les chiffres comptent, malheureusement, on prend des mesures trop tard. On en parle tout de suite après cette petite pause avec Marie-Estelle Dupont. Les parents, les enfants, comment être parent en temps de crise. Avec Marie-Estelle Dupont et avec vous bien sûr au 0826 300 300 au téléphone ou bien sur Facebook et YouTube. On prend tous vos commentaires. À tout de suite sur Sud Radio. 13h19 sur Sud Radio, nous sommes avec vous jusqu'à 14h aujourd'hui. André Berkoff reçoit Marie-Estelle Dupont qui vient nous voir pour son nouveau livre « Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants ». C'est publié chez Guitre et Daniel. Alors,
Marie-Estelle Dupont, on a commencé à parler des dégâts et des dommages non collatéraux. Ce ne sont pas des dommages collatéraux de ce qui s'est passé effectivement depuis l'instauration de ce confinement et nos auto-attestations. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire, d'ailleurs on l'a déjà dit, sur l'incroyable gloubi-boulga de mesures où tout est son contraire. Mais vous parlez de fenêtres de tolérance. Que voulez-vous dire par là? Oui, en fait, je réexplique ce que c'est que le trauma. Donc, le trauma, c'est un événement qui vient faire effraction dans les limites psychiques ou physiologiques d'un organe ou d'un individu. Et donc, face à un stress, à un stresseur externe, en fait, l'individu, on a tous une fenêtre de tolérance qui est variable en fonction de notre histoire, de notre personnalité, de notre résilience, etc. Quand on est au milieu de la fenêtre, avant un examen, on est normalement stressé, normalement mobilisé, mais c'est un stress qui n'est pas sidérant. Quand on va passer un examen, il mobilise. Voilà, c'est du bon stress, on reste dans sa fenêtre. D'accord. Quand le trauma est répétitif, chronique, avec une maltraitance, ou qu'il est extrême, par exemple un viol, les victimes de viol vous disent bien qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui lâche et elles se sentent derrière une vitre et elles assistent à la scène, mais elles ont l'impression de plus être là, d'être mortes. Et en fait, ça correspond à un événement physiologique dans le cerveau, c'est-à-dire que sous l'effet du stress, vous avez des hormones de stress qui fonctionnent, de la noradrénaline, de l'adrénaline, du cortisol, etc. Et pour éviter à un moment donné qu'il y ait un accident vasculaire cérébral ou cardiaque, parce qu'il y a trop d'hormones, il y a un signal d'alarme qui devient trop violent, ces hormones sont encapsulées par le cerveau et il y a une pluie d'hormones anesthésiantes, la morphine et la kétamine. Et donc ça va nous faire passer en hypoactivation. Et donc dans notre fenêtre de tolérance, vous pouvez voir que quand les enfants sortent de leur fenêtre de tolérance, soit ils sont trop dans le stress et c'est la phase où ils sont encore anxieux, en colère, agités, agressifs, etc. Et puis tout d'un coup, pouf, ils s'effondrent et c'est ce qui va fait dire à certains adultes mais ils vivent très bien le masque, ils s'en plaignent pas, etc. Et en fait, ils se sont mis ils se sont un petit peu congelés. Vous voulez dire, ils se sont mis comme dans un igloo, exactement. C'est ça. Ils se sont un petit peu mis en hibernation, sauf que c'est un âge où c'est très très grave d'être en hibernation, puisque vous allez plus vers les autres, vous êtes renfermé, vous êtes triste, vous êtes apathique, vous êtes indifférent, et donc évidemment tout ce qu'à ce moment de votre vie vous avez besoin d'apprendre dans les interactions avec l'autre, ça disparaît. Donc voilà. Donc est-ce que juste un mot par ça, c'est un détail mais quand même qui n'est pas rien. Est-ce que les enfants qui voyaient par exemple leur prof revêtant un masque et donc ils ne voyaient plus la bouche en train de s'exprimer, même leurs parents aussi, etc. Est-ce que ça faisait partie de cette espèce de sidération ou d'intolérance qu'ils ont vécu? En fait, ça leur transmettait un message très très anxiogène. C'est-à-dire que l'autre est un danger. J'ai une petite fille qui est arrivée en me disant, je sais pas si je vais embrasser ma maman parce que quand on s'embrasse, on se touche. Donc il fallait que je transforme les séances de thérapie en cours de biologie en lui expliquant qu'elle avait des défenses immunitaires, que les câlins avec maman c'était aussi très important pour pas être en dépression. Donc quand ils voyaient jamais le visage de leur prof, bien sûr qu'on s'affaisse, qu'on est moins dans l'interaction, et puis que les profs étaient en difficulté pour transmettre, parce que aller apprendre l'anglais avec un masque sur la bouche, c'est quand même un peu compliqué. Donc ça a évidemment amené à un décrochage scolaire pour beaucoup, et les enseignants qui me parlent aujourd'hui me disent, ceux qui étaient en l'année du confinement en CP, c'est absolument catastrophique en fait, parce qu'ils savent à peine tenir un stylo, on doit tout reprendre depuis le début, et puis les enfants ont lâché, puisque en fait l'école était plus un lieu d'apprentissage, l'école était un lieu d'évitement du microbe, donc il y avait des profs qui ouvraient les portes avec leurs pieds pour pas toucher la planche, donc on a eu des situations absolument ubuesques où finalement l'enfant était dans la peur, était dans l'anxiété, et ça on sait que ça met trop de cortisol dans le cerveau, et que le cortisol peut entraver les apprentissages et la mémoire, de la même manière que quand il y a des conflits à la maison, que ça gueule toute la journée, on peut pas apprendre ses leçons, c'est du bon sens. Oui, mais alors justement, je veux pas me faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire, mais enfin les gouvernants peuvent vous dire, ou enfin les autorités, d'ailleurs c'est pas seulement en France, ça a été dans le monde, dit oui, mais enfin il fallait bien protéger du virus, qu'est-ce que vous voulez, d'accord, ce que vous me décrivez c'est très très bien, mais enfin c'est très bien, mais il fallait protéger du virus, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, il fallait rien faire? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non mais alors, attendez, moi mon métier de psychologue, c'est pas de dire ce qu'il fallait faire par rapport au Covid, c'est de dire, attention, ne soyons pas dans une pensée binaire, ne soyons pas dans le déni, ce n'est pas parce qu'on prend une mesure pour la santé n'est pas... Il y a eu un basculement anthropologique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a redéfini la santé comme l'évitement d'un virus et comme un chiffre de circulation virale. Je suis désolée, l'OMS dit bien que la santé c'est un état global d'équilibre, y compris social. Et donc pour un enfant, et la maladie, c'est Madame Christelle Gralegen, qui n'est quand même pas une complotiste, l'a bien rappelé, les enfants étaient outillés pour lutter contre le virus, ils n'étaient pas
pour gérer les mesures. Et je vous rappelle que le Covid a fait plus de morts par suicide chez les enfants que par infection. Donc moi, mon rôle de psychologue, moins de 50 ans n'étaient pas touchés, c'est de dire quand on prend des mesures, attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal, et est-ce qu'on respecte les besoins de l'enfant? Je rappelle quand même que dans les stades de développement de l'enfant, les besoins sont physiologiques, émotionnels, d'accomplissement physique et psychique, de reconnaissance, de stabilité, de repères. C'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les conventions internationales des droits de l'enfant citées par l'UNESCO. Et je crois que on a mis de côté toute la santé, à l'exception du Covid. On a bien vu d'ailleurs les syndromes de glissement que ça engendrait chez des personnes âgées qui du coup mouraient pas du Covid mais mouraient de tristesse. Tout à fait. Et tout à fait. Et quand on voit les chiffres, on voit très très bien ce qui s'est passé. En fait, ce qu'il y a eu, et juste un mot là-dessus, on va continuer d'en parler avec vous, c'est que moi ce qui m'a frappé, alors justement, là aussi la psychologue, c'est que quand même, il y a eu une acceptation pratiquement unanime, quoi. Il y a eu quelques personnes qui sont mis en marge, mais l'acceptation a été ça. On se rappelle pendant les 2 premières années, tous vaccinés, tous protégés, tout va bien, dans le meilleur des mondes, etc. Et vous étiez vraiment regardé comme une espèce de... Enfin, je veux pas revenir là-dessus, mais je veux pas parler des vaccins, je parle du regard qu'on avait sur ceux qui ne se conformaient pas à la doxa que nous avions du matin au soir à la télévision et ailleurs. Oui, bien sûr. Je me rappelle de choses assez cocasses. D'ailleurs, je me suis fait traiter de criminelle parce que je disais qu'il fallait faire des bisous aux nourrissons pour pas laisser le bébé se déprimer, en fait. Je crois que, si vous voulez, il y a eu une hystérisation du débat et une impossibilité de penser. Je reviens dessus dans le livre parce que la crise sanitaire n'a pas été le début de quelque chose. Enfin, la crise de la Covid-19, n'a pas été le début de quelque chose. Ça a été l'aboutissement d'un processus à l'œuvre depuis 40 ans. C'est-à-dire que depuis 40 ans, notre démocratie se transforme en bureaucratie. Et il y a eu des mécanismes de virtualisation de l'existence, de réduction au numérique, de gestion, de management par la peur. On l'a dit, je reviens sur tout ça. Et aussi dans la formation des médecins. La formation des médecins n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 2 générations. Aujourd'hui, les jeunes médecins n'ont pas fait leurs humanités. Ils sont formés à coups de QCM et de stages et de bizutage traumatisants qui les dissocient de leur affect. Les médecins, on leur dit, j'en ai en 6e année de médecine qui pleurent dans mon bureau en me disant, mon chef de service m'a dit que je ne pouvais pas parler aux patients parce que je perdais mon temps. Donc, si vous voulez, quand on déshumanise ceux qui soignent, évidemment qu'on a des exécutants de choses absurdes qui, par peur d'être mis de côté, ne vont pas penser les choses. Il y en a qui l'ont pensé, il y en a qui ont continué à penser, mais on était un peu pointé du doigt quand on osait penser parce qu'on était dangereux. Donc on va en reparler tout de suite parce que je voudrais rester là-dessus sur ce serment d'Hippocrate, etc. Parce qu'il y a eu vraiment des problèmes là-dessus. On se retrouve juste après cette petite pause avec Marie-Estelle Dupont. On continue cette discussion avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez. Emmanuel vous attend au standard 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et évidemment avec Marie-Estelle Dupont qui elle est dans tous ses états, mais elle c'est sa vocation et son métier. Elle est psychologue, je le rappelle. Être parent en temps de crise. Alors justement, on parlait de la formation des médecins et la nouvelle formation, enfin la version d'aujourd'hui. Marie-Estelle Dupont. Et je rappelle quand même que le serment d'Hippocrate, c'est une nuire à point, nolin et tanguere. Primo, voilà, exactement, pardon. Et puis l'autre, quand même, le consentement éclairé. Or, où était le consentement et où était l'éclairage dans cette histoire? Et surtout, où était l'éclairage? C'est quand même, quand on y pense, c'est quand même hallucinant, quoi. Et en fait, parce que je voudrais qu'on parle aussi, et c'est à la psychologue que je m'adresse, et à l'auteur, à l'écrivain. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on parlait des enfants, et vous avez très bien décrit, et il est très bien décrit dans votre livre, ce qui peut se passer pour les enfants quand on instaure un climat de peur, ce climat. Mais qu'est-ce qui se passe pour les adultes, et spécialement, comment les parents ont géré ça? Parce que, encore une fois, pas de consentement. Ça a été, si vous n'avez pas votre passe sanitaire, votre passe vaccinale, vous sortez pas, vous ne bougez pas, etc. Et je parle pas des relations avec les grands-parents qui étaient en EHPAD ou ailleurs. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette espèce d'extraordinaire consensus, consentement, oui, mais c'est comme ça, voilà, sans aller jusqu'à l'expérience de 1000 grammes, vous savez, la servitude volontaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour beaucoup de gens, il n'y a pas eu de consentement. On a joué, en fait, sur un non-consentement, mais avec une sidération qui est arrivée tellement vite que y a une logistique quand on est parent. Aujourd'hui, on est dans une société où
très majoritairement, le père et la mère, quand ils sont encore en couple, travaillent tous les deux. Donc la société moderne a abîmé la famille, c'est-à-dire que déjà il y a énormément de divorces, hein, c'est l'objet d'un de mes livres, et puis quand les parents sont ensemble, de toute façon la nécessité économique fait que les deux parents sont obligés et peuvent difficilement se mettre, surtout s'ils ont leur propre entreprise, en congé parental pour faire face. Donc il y avait une urgence de la logistique, une urgence économique, le besoin de remplir le frigo a primé sur, à ce moment-là, d'autres besoins de l'enfant. Et c'est bien pour ça que dans le livre je dis, s'il vous plaît, ne vous jugez pas les uns les autres. Chaque parent a placé le curseur là où il a pensé qu'il devait le placer pour le bien de la famille. Et donc, à partir de ce moment-là, alors il y a les parents qui ont été pris de court, qui n'ont pas eu le temps de s'organiser. Il y a les parents aussi qui sont, depuis 40 ans, ma génération, on est quand même dans une société où la baisse de l'instruction, la baisse de la culture, l'entrisme idéologique à l'école fait que, à part ceux qui ont eu un environnement familial où ils ont eu accès à de la culture, je suis désolée, mais on a peu, moi déjà ma génération, de notions d'histoire, de notions de philosophie. C'est-à-dire que comme on a une baisse de l'instruction, on a une baisse du discernement. Comment on fait pour exercer sa liberté, son esprit critique quand on n'a pas de discernement? C'est beaucoup plus difficile. Et puis que quand vous entendez des choses répétées en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, c'est ce que dit Milos d'ailleurs à propos des démocraties populaires dans son livre sur la pensée captive. Il dit bien, en fait, globalement, chaque citoyen n'est pas d'accord, mais comme il répète tous les jours la liturgie du régime, pour ne pas être ostracisé, il finit par adhérer à ce qu'il répète. Mais est-ce qu'il n'a pas surtout peur des sanctions? Et je crois que l'instinct grégaire fait partie de l'instinct de survie et qu'il y avait une telle peur de perdre son boulot, de voir son enfant moqué parce qu'il était déscolarisé, etc., que voilà, les parents aussi géraient avec leur personnalité et leur histoire. C'est ce que je dis dans le livre. Je crois que quand on a fait l'expérience de l'emprise, qu'on est capable de déconstruire un narratif et d'introduire de la nuance, on est déjà plus outillé pour ne pas céder à la peur donc pour temporiser auprès de son enfant et lui dire oui, tu entends ça, mais attends, je te rappelle que et ton corps a des défenses immunitaires, parce qu'il y a vraiment eu une explosion des troubles hypochondriaques et phobiques chez les enfants. Je veux dire, moi j'avais des enfants qui voulaient pas toucher mon bureau sans l'avoir désinfecté parce qu'ils pensaient qu'il y avait des germes dessus. Je devais leur expliquer qu'en fait les bactéries, les germes et les microbes existaient depuis la nuit des temps, y compris dans leur intestin, pour qu'ils soient pas en état de panique. Donc c'est quand même très préoccupant de mettre des enfants dans un état d'obsession hypochondriaque. Et non seulement ça, pour reparler aux parents, moi je me rappelle, enfin on l'a tous vécu, des moments où effectivement, et c'était en plein masque, je me rappelle très bien, c'était à une gare, je crois que c'était la gare de la Baule, juste, j'avais le masque au-dessous du nez à un moment donné. Et je me rappelle d'une dame, je sais pas, 70 ans, qui s'est mise à hurler en disant « Mais vous pouvez crever quand vous voulez, mais vous n'allez pas crever, mais là, vous me contaminez », alors que j'étais à 5 mètres d'elle. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une hystérie à un moment donné, très forte. Bien sûr, mais j'explique comment un délire collectif peut prendre, et quand je parle de délire, je dis pas du tout que le Covid n'a pas existé. Je dis cette hystérisation du débat. Elle arrive aussi sur une société, André, totalement déspiritualisée. Hein, c'est-à-dire que finalement il y a un tel vide existentiel, il y a une telle pauvreté spirituelle dans l'espace public qu'à un moment donné, la peur du Covid a été une espèce de cellophane. C'est-à-dire qu'on était dans une société avec un tel individualisme d'un certain côté, un tel communautarisme à d'autres endroits. Donc la démocratie était déjà tellement poreuse, tellement effilochée, que finalement il y a une espèce de cellophane. On s'est raconté un truc qui était très très prenant, qui était très très réunifiant par l'extérieur. Hein. Rappelons-nous quand même c'était la béquille. Nous sommes en guerre, on fait front. Etc. Et que finalement, je crois que chez certaines personnes qui étaient perdues, qui n'avaient plus d'intériorité spirituelle, c'est venu compenser. Ça a été un boulevard en fait. Et la peur a pris la place de ce vide. C'est pour ça que je dis qu'une société transhumaniste, ultra progressiste, où on croit que l'homme est tout puissant, ça ne peut faire que des catastrophes. Parce que quand on peut raccrocher ses angoisses à une spiritualité, à une transcendance, on gère avec plus de calme la peur de la maladie, la peur de la mort, etc. C'était le placebo d'un manque de repères. On n'avait plus de repères, on a fait des béquilles, quoi. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que nous avons des auditeurs? On a du monde au standard, André. Nous avons Myriam qui nous appelle depuis Pertuis. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Oui, bonjour.
Bonjour André. On vous écoute. Bonjour Oui, Estelle. bonjour. Oui, bonjour. Donc en fait, voilà, moi je suis maman de 3 enfants, donc j'ai 2 grandes filles. Et j'ai un petit garçon qui a 10 ans, qui du coup, j'écoutais tout à l'heure Marie-Estelle qui parlait des enfants qui étaient en CP pendant la période Covid, donc c'est ce qui nous est arrivé. En plus, voilà, moi j'ai un enfant qui a des difficultés à l'école, donc ça a été très très compliqué. Et voilà, donc moi je faisais partie du coup des parents qui étaient qui ont pas trop suivi les restrictions. Donc c'est vrai que je me sentais un peu seule devant l'école parce que j'étais sans masque avec mon vélo et puis tout le monde me regardait un peu de travers, donc je me suis sentie quand même assez seule. Et mais bon, j'ai résisté. On avait quand même pas mal de gens qu'on pouvait écouter où on se sentait moins seul, donc j'ai résisté. Et donc ma question à Marie-Estelle, c'est là je fais partie des groupes de parents d'élèves et notamment on a un groupe WhatsApp avec donc les parents. Et là à l'entrée de l'hiver il y a des virus comme chaque année, comme depuis la nuit des temps, les enfants ils tombent malades. Bien sûr. Et là, on a encore des parents, donc là sur le groupe, qui nous ont dit j'ai fait tester mon enfant, il a 38 de fièvre, on les a fait tester contre le Covid. Et là, donc là à la rentrée, on est encore reparti avec des parents qui font tester leurs enfants. On voit encore. Et votre question, c'était quoi? Alors ma question, c'est quelle attitude on peut avoir face à des parents qui continuent à faire tester leur enfant alors que on est quand même à presque 4 ans du Covid et je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour continuer à faire ça quoi. Enfin, les enfants ils ont été traumatisés, tout le monde est au courant, tout le monde le sait maintenant qu'il y a eu des gros dégâts psychologiques sur les enfants, mais il y a encore des parents qui continuent à mettre des masques, en fait ils sont pas sortis du truc quoi. Ouais. Marie-Estelle. Bien et sûr, du coup, et moi, puis... en tant que parent d'élève, en tant que maman, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour essayer de leur dire écoutez, stop quoi. Voilà, mais c'est une très bonne question. Je pense que vous pouvez avoir un discours de l'apaisement et leur dire vous êtes responsable de vos enfants et donc bien évidemment que vous faites comme vous l'entendez pour vos enfants. Maintenant, je crois important que dans l'école, les enfants ne soient pas exposés à nouveau à des discours anxiogènes, qu'ils puissent se concentrer sur les apprentissages. Donc vous faites ce que vous voulez avec votre enfant. Par contre, voilà, essayez de pas trop diffuser cette peur auprès des autres enfants. Et puis vous vous concentrez sur l'éducation. On est responsable que de ses enfants, hein. On n'est pas responsable de l'éducation et des choix et chacun peut se tromper, chacun se trompe, vous faites tous des erreurs. Donc votre enfant, vous faites votre travail de filtre et de tampon avec lui, qu'il soit pas contaminé par la peur. Et puis moi j'ai un élève dans la classe de mon fils l'année dernière qui faisait le signe de croix parce que mon fils avait pas le masque en dehors du collège. Écoutez, il fait le signe de croix. Je souhaite à cet enfant un jour de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui lui a été dit, mais je suis pas sa maman, donc faites au mieux pour votre enfant en filtrant, en lui disant que finalement toutes les opinions, tous les positionnements sur le curseur existent. Et si jamais ses parents deviennent intrusifs avec les enfants des autres, alors là vous posez une limite, vous dites attendez, vous faites ce que vous voulez avec votre enfant. Maintenant les enfants des autres, jusqu'à nouvel ordre, vous permettez, mais je suis sa mère et donc c'est moi qui suis détentrice de l'autorité parentale, donc c'est moi qui décide si je vais faire tester ou non mon enfant. Merci. Merci Myriam. Nous avons Emmanuel au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Madame Dupont, merci pour tout ce que vous avez pu faire durant ces mois, voire presque ces années, maintenant ça passe tellement vite, et bonjour à toute l'équipe. Moi je suis quand même assez surpris de voir tout ce qui se passe sur les enfants, puisque c'est votre domaine, les adultes aussi, mais bon normalement ils ont un peu plus de recul. Entre les traumatismes qu'ils ont vécu pendant le Covid et ce qu'on leur fait vvivre aujourd'hui avec la pseudo-éducation sexuelle, qui pour moi n'en est pas une, comment arrêter ce massacre? Parce que franchement on en arrive à avoir des enfants complètement flippés, qui ne se construisent plus en rien. Vous parliez de l'autorité parentale, mais les lois qui sont passées aujourd'hui, notamment sur l'éducation à la maison, etc., sont de plus en plus coercitives.
Mais c'est le sujet de mon livre. Tout à fait. C'est vraiment l'objet du livre, de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que parent, parce que moi j'ai aussi 3 enfants, avec une autorité parentale qui est réduite, et il y aura pas de miracle. C'est-à-dire que globalement la bureaucratie va capter de plus en plus d'espace dans l'intime. Comme toutes les dictatures, ils ont mis la main sur les enfants le plus tôt possible. Moi j'ai des enfants qui sont en âge d'être parents, parce que je l'étais à leur âge. Je peux vous dire que même là, alors que j'en rêve d'avoir des petits-enfants, et ma femme aussi, j'en suis à me dire... ils en veulent pas. Pas tout de suite. Mais même moi, je me dis pas tout de suite. Parce que quand je vois ce qu'on va leur faire subir entre l'école, l'apprentissage, les 11 vaccins, je dis mais qu'est-ce qu'on fait de nos gosses, quoi. Et effectivement, quand on en fait des gens qui sont complètement déracinés, sans famille, sans culture, sans religion, sans tout ça, on en fait des ilotes, et puis après on en fait ce qu'on veut surtout. Bah oui, c'est la société ultra progressiste. Vous prenez une copie, excusez-moi, je finis là-dessus, je vais rapidement parce que l'émission se termine, mais vous prenez une copie d'un certificat d'études des années 50, je peux vous garantir que vous n'avez même pas un bachelier sur 100 qui fait la même. Ne serait-ce qu'en termes de calligraphie, de faute d'orthographe et de savoir... Je ne sais pas si c'est à ce point, mais effectivement, le problème est posé, ça c'est vrai. Marie-Estelle. Oui, mais justement, c'est partant de ce constat que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis dit, moi, je peux pas être j'ai été une lanceuse d'alerte à un moment donné. Maintenant, il faut que je donne des clés aussi de par mon métier, parce qu'en fait, si nous, on se décourage, c'est foutu. En fait, ils ont que nous, les enfants. Donc, il faut pas qu'on se décourage. Il faut qu'on garde une espérance, et l'espérance, elle passe effectivement par ce moment de constat un peu catastrophé. On dit, ok, on est dans une démocratie qui n'a plus de démocratie que le nom, puisque de toute façon, il y a plus de souveraineté d'un peuple pensant. Il y a des organismes supranationaux qui décident qu'il faut parler de fellation à des petites filles de 4 ans. Donc, comment on fait? Alors, mettre les enfants dans des écoles privées, c'est pas toujours la solution à tout, et en plus, on n'a pas toujours les moyens financiers. Donc, comment on fait? Déjà, je pense qu'à la maison... Je pense que à la maison, elle est de plus en plus difficile à faire. Aujourd'hui, bien sûr. Avant, c'était une déclaration. Aujourd'hui, c'est une autorisation qui est obtenue une fois sur 50. Donc, bien sûr, puisque l'État... il y a bien une volonté derrière. Je veux dire, non, mais là, on est d'accord là-dessus. Mais bien sûr que c'est l'idéologie progressiste de toute l'Union européenne, c'est ce que j'explique dans le livre, finalement, d'arracher l'homme à ses scories trop humaines et de le redéfinir selon des principes transhumanistes. Et ben nous, en tant que parents, on doit y mettre beaucoup d'énergie et lutter pas à pas et pied à pied chaque jour pour donner à nos enfants ce dont il a besoin. Et je rappelle ce que c'est que la fonction parentale et comment on peut mettre ça en place dès le plus jeune âge pour aider l'enfant en fait à se construire à l'intérieur de son corps et à faire la part aussi entre l'adaptation et la soumission. Donc c'est un combat quotidien des parents, c'est ce que vous dites. En fait, je crois que si on regarde les choses, si on s'oblige à regarder les choses positivement, finalement, ce qu'on a appris de cette crise, c'est que on ne pouvait plus se permettre d'être paresseux et que finalement le métier de parent est le métier le plus difficile au monde parce que c'est celui pour lequel il n'y a pas de formation et vous êtes sur le pont 7 jours sur 7, mais qu'en fait, on va vraiment devoir se retrousser les manches parce que là, on peut pas faire confiance au monde extérieur. C'est pas possible. Leurs besoins ne sont pas respectés par les décisions qui sont prises aujourd'hui, à mon sens, dans beaucoup de domaines. Et donc nous, les parents, il y a des domaines sur lesquels on est impuissants, sur eux-mêmes, mais il y a quand même des domaines où on a une vraie action. Si déjà on fait tout ce qu'on peut, c'est beaucoup mieux que si on le fait pas. Et c'est toute la deuxième partie du livre où je donne beaucoup d'éléments là-dessus. Oui. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci pour votre combat. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Marie-Estelle Dupont et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Dernière ligne droite dans ce face-à-face avec Marie-Estelle Dupont. Et puis nous avons Philippe qui nous appelle depuis Vincennes en région parisienne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Philippe. Vous m'entendez ? Oui, très bien, on vous entend. Allez-y Philippe. Merci pour cette émission très intéressante. Je voulais savoir si la résilience des enfants était identique ou supérieure, égale à celle de leurs parents, et dans quelle mesure cette résilience dépend de leurs parents eux-mêmes, qui, comme la personne précédente l'a dit, sont eux-mêmes encore soumis à stress, anxiété. Parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi une enquête récente qui indique que les enfants ou les ados, je ne sais plus de quelle tranche d'âge il s'agissait, auraient retrouvé un mode de vie similaire à ce qui était le leur avant le Covid. Ah oui, qu'ils ont recouvré effectivement que ça a été surmonté. D'accord. Voilà. Oui, alors pas chez les adolescents. Chez les adolescents, on reste avec un niveau de troubles alimentaires et d'addiction plus élevé qu'avant. Ça les a vraiment fait replonger, notamment sur les écrans. Mais pour la résilience des enfants, en fait, un enfant, c'est une personne. Et d'une personne à l'autre, la résilience est variable. Donc il y a des enfants plus résilients que d'autres. C'est lié à des éléments cognitifs, à des éléments de sensibilité. Mais c'est vrai que c'est lié aussi aux parents. C'est-à-dire que il y a des enfants chez qui les parents ont donné un cadre bienveillant, une sécurité intérieure sur le plan affectif qui permet à l'enfant d'avoir une confiance en lui qui va pouvoir
pouvoir mieux absorber les chocs et avoir des ressources affectives pour se relever. Et puis il y a des enfants dont les parents sont très dissociés, ont même eu du mal à être pendant la crise dans l'empathie vis-à-vis de leur enfant et se sont suradaptés aux consignes du monde extérieur. Et pour ces enfants, il a fallu plutôt, c'est pas de la résilience en fait, c'est plutôt de la suradaptation. C'est-à-dire c'est des enfants qui posent aucun problème, qui font pas de vagues, parce que de toute façon s'ils sont en détresse, personne va être secourable. Et on fait passer ça pour de la résilience, mais là c'est là que je dis attention. Parfois chez un enfant, ce qu'on croit être de la résilience, en fait c'est de la suradaptation. Il est en train d'épuiser ses ressources et plus tard il va nous faire une dépression blanche, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de symptômes, il pleurera pas mais il aura envie de rien. Et donc c'est à ça qu'il faut rester vigilant. Voilà. Mais après, il y a des enfants qui sont extraordinairement résilients. Hein. Parfois, on a été maltraité, on garde sa joie de vivre. Et puis, il y a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres. Oui, et quand on a une fratrie, on le voit. Même quand on a des jumeaux, on le voit. Ils n'ont pas tous les mêmes ressources. Il y a aussi une part d'inné et de mystère chez l'être humain. Heureusement, aucun enfant ne ressemble à un autre, effectivement. Merci. Merci Philippe pour votre appel. On accueille Cécile depuis Angers. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour Estelle. Je voulais déjà vous remercier pour vraiment la qualité de votre travail. C'est très précieux de vous avoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je voulais vous juste témoigner. En fait, je suis infirmière et je travaille dans une école spécialisée pour des enfants handicapés. Et pendant la période du Covid et du confinement, en fait, on a fait le choix de ne pas mettre de masque aux enfants parce que c'est déjà la question du sens, quel sens ça prend pour eux de mettre un masque. Et puis la question de leur faire porter ce masque. De toute façon, voilà, ils ont aussi des troubles de l'oralité avec beaucoup de bavage. Donc finalement, sur aussi un plan infectieux, je pense que ça aurait été même encore pire. Et ben au final, les enfants n'ont pas été... Enfin, finalement, ont été très peu malades, beaucoup moins que certains de mon entourage. Voilà, je voulais juste apporter ce témoignage. Ouais. Intéressant, témoignage. J'avais entendu des médecins dire justement que l'année dernière, la recrudescence de bronchiolite était liée à une sorte de rattrapage, c'est-à-dire qu'il y avait eu tellement peu d'exposition des petits à un environnement normal de microbes, que finalement dans un environnement trop aseptisé, l'enfant ne fait pas ses défenses immunitaires et que ça pouvait expliquer justement qu'après il y ait des espèces de pics de virus chez les enfants à l'entrée de l'automne. Donc votre bon sens a certainement évité à ces enfants d'attraper toutes les cochonneries qui traînaient après. Bravo en tout cas. Et puis bravo d'avoir respecté leur dignité, parce que pour les enfants handicapés, moi j'avais eu le cas d'une petite fille trisomique qui comprenait pas en fait, et on sentait qu'elle le vivait vraiment comme une brimade très très humiliante. C'était pas élaborable en fait pour eux, et je crois que c'est pas la peine de rajouter du traumatisme sur des épreuves de cette ampleur. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Eh bien merci de votre témoignage en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Marie-Estelle, justement, on arrive un peu en fin d'émission, le temps passe vite, mais je voudrais, au fond, dans votre livre, il n'y a pas effectivement aucun parent ne ressemble à un autre, comme aucun enfant ne ressemble à un autre, et heureusement, mais ce qui se dégage de votre livre, et un peu une des lignes rouges, c'est de dire aussi, comptez sur vous-même et ne vous couchez pas, ne vous soumettez pas à une doxa, à une pensée qu'on essaie de vous présenter comme la pensée du bien. Voilà, le bien il est là, le mal il est là, et on vous somme un peu, c'est pas la police à 6h du matin, on vous somme de vous comporter comme on vous le dit le soir à 20h à la télévision, monsieur santé, monsieur etc., monsieur etc. Bien sûr, mais ce qui caractérise notre condition d'homme, c'est quand même qu'on pense, et je trouve que l'homme contemporain est souvent marqué par une régression vers une pensée très binaire, où en fait on fait l'économie de pensée, parfois au nom d'un confort ou faute de temps, et on se repose sur des choses extrêmement caricaturales. Et notre premier rôle de parent, je crois, c'est de penser et de parler, c'est-à-dire de mettre toutes les nuances, du sens, redonner du vocabulaire aux enfants et du symbolique, et leur dire que par exemple un effort, c'est pas la même chose qu'un sacrifice. Rien que ça vous crée une immunité psychique chez l'enfant qui sera moins manipulable. Voilà, effort n'est pas sacrifice. Merci Marie-Estelle Dupont. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. Ça sort demain et c'est publié aux éditions Guy Trédaniel. Tout de suite.